Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. C'est le 10 avril 2012 que Matata Ponyo venait d'être nommé Premier ministre. 2 ans viennent donc de s'écouler depuis qu'il est à la tête du gouvernement. Ancien ministre des Finances du gouvernement Muzito, l'homme dont la nomination était une grande surprise était décrit par plusieurs hommes politiques de la majorité et de l'opposition comme un technocrate qui avait fait ses preuves par son travail pour le redressement des finances publiques. En 2 ans des rigueurs dans la gestion, que peut-on retenir du bilan du Premier ministre? Marlin Kachamou retrace ici ses réalisations. « 18 avril 2012, c'est fait. Le chef de l'État a décidé. Matata Ponyo est nommé au poste du Premier ministre. Un homme réservé, mais très efficace dans son action. Il a fait ses preuves en tant que ministre des Finances. Est-ce un bon choix? Un choix responsable? La question est posée. Matata Ponyo est un symbole de l'équilibre des finances nationales et internationales. C'est l'homme de la TVA qui a su maximiser les recettes de l'État. Il assure vis-à-vis des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, notamment les FMI, la Banque mondiale, mais également la communauté internationale qui atteste ses vertus financières. 2 années, un bilan est dressé. Les bilans peuvent être personnels ou structurels. Comme dans tout bilan, il y a des points positifs et négatifs. Les positifs sont les objectifs atteints et les négatifs sont ceux encore en attente. 2 années, Matata à la primature sous l'impulsion du chef de l'État, le pays est gouverné. Parmi les réalisations de son administration, on peut citer l'adduction en eau potable des quartiers Mikonga et Biboa à Kinshasa, la construction de l'hôpital général d'Ankoro au Katanga et la réhabilitation des cellules de Gemena en Équateur. Le lancement en mai 2012 des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 qui va desservir en priorité les provinces du Bas-Congo et de Kinshasa, tandis qu'Inga 3, l'étude est bouclée. Sur le plan éducatif, 1000 écoles sont en réhabilitation et ou en construction à travers le pays. 450 d'entre elles fonctionnent déjà et en santé, 1000 centres sont en construction. Transco, doté de 300 bus, est aussi un exploit à mettre à l'actif des Matata Ponyo. Un autre lot d'une centaine de bus est arrivé dans la capitale pour progressivement remplacer les tristement célèbres 207. La réhabilitation des grandes artères est largement avancée et les routes des dessertes agricoles, résultantes des villages agricoles, aussi. En économie, on parle du maintien du taux d'inflation à son plus bas niveau depuis une dizaine d'années et de la stabilité du franc congolais. Les projections du comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo ont tablé en mars dernier déjà sur une croissance de 8,2% à la fin 2013 et en 2014 à 8,5%. Cette croissance économique résulte notamment de la hausse des productions dans les secteurs miniers. La stabilité du niveau des prix et du taux d'échange contribue aussi à l'amélioration du climat général des affaires et à la promotion d'une croissance forte. Cette amélioration du cadre macroéconomique résulte aussi de la rigueur dans la gestion des finances publiques et de la bonne gouvernance qui ont permis notamment de renouer avec des ressources budgétaires propres dans le financement de nombreux projets sociaux et d'infrastructures sur l'ensemble du pays. La création du guichet unique pour créer des entreprises en un temps record. Cette opération coûtait à l'époque $3000 et exigeait au moins 56 jours. Aujourd'hui, $120 en 3 jours suffisent. Les résultats n'ont pas tardé. En 6 mois, soit de mai à septembre 2013, déjà 836 sociétés et établissements ont été créés. Au plan sécuritaire, des avancées sont constatées grâce notamment aux efforts du gouvernement avec l'appui de la communauté internationale sous le leadership du chef de l'État qui a fait montre d'une diplomatie agissante, laquelle a permis d'engranger nombre de victoires surtout militaires. Malgré ces réalisations, il reste encore beaucoup à faire et le chef du gouvernement en est conscient, du moins on l'espère. Les 2 ans de mandat du chef de l'exécutif national suscitent ferveur au sein de la classe politique congolaise. Adulé ou méprisé, son action gouvernementale est loin d'être inaperçue. Si pour certains il a réussi sa mission, et bien pour d'autres d'énormes défis restent à relever. Pour Matata Ponyo, notamment les conditions sociales de la population. S'agissant des aspects politiques, sécuritaires et diplomatiques, Présentés comme les détonateurs d'une économie en berne depuis plusieurs années,
Augustin Matata Ponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, est sans nul doute l'homme qui aura eu la tâche la plus rude de l'exécutif national. 2 ans après sa prise de pouvoir, la mission a-t-elle été accomplie? La question divise la classe politique congolaise. Son bilan est positif, avouent certains. Je trouve que c'est vraiment, les 2 années sont satisfaisantes pour moi. Vous savez, c'est toujours facile de critiquer. C'est pas facile de travailler, il faut du temps. Moi, je l'apprécie beaucoup. La vie est contraire pour d'autres qui lui reprochent de n'avoir pas su concilier chiffres économiques et réalités sociales. La qualité de vie du Congolais et par rapport à cette aune-là, le bilan est totalement négatif. Dans un contexte socio-économique morose, sa rigueur dans la gestion aura tout de même stabilisé l'inflation à 1,78% et créé un climat propice aux investissements. Adulé par certains et méprisé par d'autres, Matata Ponyo restera dans le subconscient de tous comme l'homme de la rigueur, l'homme de la consolidation du cadre macroéconomique. Encore des visites à la primature. Le siège de l'hôtel du gouvernement ne cesse d'attirer la curiosité. Ce vendredi, les scouts du quartier Maloueka, les vendeurs du marché Matadi Kibala, ainsi que l'ONG Le Geste qui encadre des sourds ont visité le complexe de la primature. Premier groupe à franchir les portes de l'hôtel du gouvernement, les scouts du quartier Maloueka. Ils visitent tour à tour le complexe de la primature et son jardin, dont les plantes portent les noms des premiers ministres. Matata Ponyo s'est mué pour l'occasion en guide. Rare est l'occasion d'être en face d'une autorité, mieux du Premier ministre. Les scouts de Maloueka en profitent pour étaler les maux qui minent leur quartier, notamment l'enclavement et l'insécurité. Doléances que le Premier ministre tient à prendre en compte et qui seront inscrits dans le programme d'exécution du gouvernement, assure Matata Ponyo. En second lieu, ce sont les vendeurs du marché Matadi Kibala et les sourds de l'ONG Le Geste qui s'émerveilleront de la beauté du complexe de la primature rénové. Les vendeurs, par exemple, sollicitent l'implication du Premier ministre dans la construction d'un marché moderne, à l'exemple du marché de la Liberté à Massina. Quant aux sourds, c'est par des gestes qu'ils ont exprimé leur remerciement au chef de l'exécutif pour avoir ouvert les portes à cette couche de la population souvent négligée, lui remettant donc en cadeau du syllabus des langues des signes, question pour lui d'apprendre la langue des sourds. Suivi du dossier des expulsés, je vous l'annonçais au sommaire, le ministre des Affaires étrangères séjourne depuis ce vendredi à Brazzaville. Raymond Tshibandaki est porteur d'un message du chef de l'État, Joseph Kabila, son homologue, Denis Sassou Nguesso, en rapport avec ces expulsions en masse des Congolais, a été reçu ce vendredi. Il y a quelques jours, les 2 pays avaient conclu la mise en place d'une commission mixte pour le suivi de ce dossier. Eh bien, cette situation des Congolais de la RDC expulsés depuis quelques jours de manière brutale de Brazzaville n'a pas laissé indifférente la diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale. Dans une déclaration, les membres de la DCFC déplorent avec consternation les méthodes utilisées et frisent un traitement cruel et inhumain. Ils interpellent les autorités de la RDC de tout mettre en œuvre pour la restauration de la dignité des Congolais. Le dernier événement du 3 avril 2014 au Congo-Brazzaville, qui aurait fait plusieurs morts, des blessés graves et des expulsions de nos compatriotes, ne pouvait laisser la DCFC indifférente face à la gravité des faits, sans réagir en sa qualité de défenseuse des Congolaises et des Congolais de la diaspora. La diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale, DCFC en sigle, profite de cette occasion pour interpeller les autorités de la République démocratique du Congo de son devoir régalien de protéger tous ses ressortissants où qu'ils se trouvent dans le monde, conformément à l'article 50 de sa constitution, alinéa 1er, qui stipule « L'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ». La DCFC interpelle les autorités de la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre en vue de la restauration de la dignité de nos compatriotes vivant à l'étranger. Aux autorités de la République du Congo-Brazzaville, comme à celles de tous les autres pays, les Congolais n'accepteront plus la répétition de ce genre de traitements. La DCFC demande
de profiter des bonnes relations légendaires de fraternité et de bon voisinage qui existent entre nos nations. La DCFC compatit à la douleur qui est la leur. À l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution des hydrocarbures de soute a été voté ce vendredi. Présenté par Bavon Samputu, ministre de Tourisme, Environnement et Conservation de la Nature, ces dispositions présentent l'ensemble des mesures complémentaires à la Convention des Nations Unies de 1952 sur le droit de la mer. Il est 13h30. Le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalandioko, accède dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Invité à prendre parole, le ministre Bavo Samputu a présenté la quintessence de son projet de loi. Après débat, intervient le vote, article par article. Les questions liées au déversement accidentel des hydrocarbures ou au déversement volontaire, des questions liées à la gestion des ports maritimes. Comme vous le savez, les bateaux qui accrochent chez nous sont porteurs de beaucoup de germes, porteurs de beaucoup de déchets, porteurs d'eau de ballast qui permet de stabiliser les navires. Et vous devez aussi le savoir que sous le bief maritime Matadi Boma, les niveaux des tirants d'eau étant faibles, généralement beaucoup de navires qui viennent chez nous déversent les eaux de ballast sous le bief maritime. C'est des eaux porteuses de beaucoup de microbes, de beaucoup de déchets. Bref, nous mettons en place une panoplie d'actes juridiques, d'actes légaux et réglementaires pour nous permettre de prendre en charge véritablement les questions de pollution marine et de pollution côtière. L'adoption de la convention susvisée a été dictée par la nécessité d'établir une responsabilité objective pour toutes les formes de pollution par les hydrocarbures qui sont liées à une limitation appropriée du montant de cette responsabilité. Dans les activités des partis politiques, on parle de la récente tournée dans l'est du pays, précisément au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, du conseiller général du parti Lumumbiste Unifié Palou. Sur place, Jean-Baptiste Ntawa devait mobiliser les militants. Et au terme de cette démarche, le parti a enregistré 8000 adhésions. Retour sur cette tournée à travers cet élément de reportage. L'accueil était chaleureux. Au menu, caravane motorisée et chants et danses au rythme du palou. Avec des écharpes au cou, tous, vieux et jeunes, étaient là pour saluer la communication combien unificatrice du messager d'Antoine Gizenga, leader du parti. Il avait comme mission, entre autres, mobiliser les militants, cultiver le nationalisme et idéologie lumumbiste et privilégier l'unité et la cohésion au sein du parti. Mais également bannir le découragement et enfin se souder autour du secrétaire général chef du parti Antoine Gizenga. Un pari réussi puisque Jean-Baptiste Ntawa a réalisé d'abord la mobilisation et ensuite enregistré des nouvelles adhésions. En tout, c'est 8000 personnes qui ont choisi de devenir membres actifs du parti Lumumbiste Unifié. Partout où il est passé, l'homme a aussi appelé à se resserrer les coudes pour affronter les échéances électorales à venir. Dans son agenda, sur place, l'une des rencontres importantes était cette matinée politique organisée samedi 12 avril à l'hôtel Belvédère dans le même objectif. Dans l'ensemble de cette tournée, l'on retiendra que plus de 7500 militants ont répondu présents à l'invitation du conseiller général et ont témoigné leur attachement à l'idéologie du parti. Ainsi, Jean-Baptiste Ntawa a invité les militants du Palou, du Sud Kivu et de Chabunda en particulier, à barrer la route aux ennemis qui cherchent à les diviser. Plusieurs innovations depuis son arrivée en décembre 2000 dans les murs de la RDC. Avec le développement des nouvelles technologies, Airtel n'a pas fini d'offrir à sa clientèle des produits de marque. Il annonce la commercialisation du Samsung Galaxy S5, le téléphone le plus abouti de la série de Galaxy. L'annonce a été faite devant la presse ce vendredi. Il est aussi muni d'un système de protection par empreinte digitale, c'est-à-dire que il reconnaît votre empreinte digitale et donc interdit à toute autre personne de pouvoir utiliser votre appareil et d'accéder à vos données sans votre permission. Le voici, le smartphone annoncé en Afrique seulement la semaine dernière. Il est à ce jour arrivé en République démocratique du Congo.
Avec des options spécifiques, il offre une expérience haut de gamme pour un usage quotidien, nous dit ici le patron du service marketing Airtel, région Kinshasa. Avec cet appareil, vous profiterez